D'introduire. D'abord, nous sommes réunis cet après-midi ici à l'Alliance, dans une conférence qui a comme thème biodiversité aux Comores dans l'océan Indien. Alors, comme vous voyez ici au devant de la scène, nous avons des intervenants et intervenantes qui vont prendre la parole et donner leur avis par rapport à ce que j'ai dit, comme j'ai dit, biodiversité aux Comores et dans l'océan Indien. Avant de les présenter, déjà, vous voyez qu'il y a des magazines qui sont mis au devant de la scène, qui a comme nom Diego. Ces magazines-là, vous pouvez les trouver dans la bibliothèque à l'Alliance française de Moroni, si vous voulez connaître un peu plus de détails par rapport aux biodiversités. Voilà, dans un premier temps, je vais présenter Madame Rainati Ahmada. C'est la dame qui est là. Elle est chargée de mission de développement local au Parc national de Moroni. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, nous avons aussi M. Joshua Ramba Inyarison, c'est ça, qui est chercheur en biologie marine à Cordio Est Africa, s'il vous plaît. Maintenant, nous avons aussi M. Saïd Ahmada, qui est le coordinateur national pour la protection des côtes et des océans. Et enfin, nous avons Madame Jeanne Henry. Elle, c'est la rédactrice pour la revue Djeko. Voilà, je ne vais pas être long, je vais laisser la parole à Madame Jeanne Henry pour prendre le relais et vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, et ainsi de suite. Je vous remercie de votre invitation à Madame. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Merci de s'être déplacés pour cette réunion. Donc, comme peut-être certaines et certains d'entre vous le savent, au niveau dans la région du sud-ouest de l'océan Indien, on est doté d'une grande richesse en termes de biodiversité. Mais malheureusement, on a aussi une grande pression qui dégrade cette biodiversité dans le développement, et dont nous faisons également partie. Et l'idée en fait de cette table ronde, déjà, c'est de discuter de ces enjeux de biodiversité aux Comores. On parlera aussi peut-être un peu de ce qui se passe dans la région. Au programme, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter aussi la revue Géco, qui est une revue de vulgarisation scientifique. Et ensuite, on passera à la table ronde avec les intervenantes et intervenants ici présents. Voilà, que je remercie aussi pour la présence. Et je voulais juste vous dire aussi, s'il y en a qui restent jusqu'à la fin, il y a un petit peu convivial, voilà, pour continuer à échanger toutes et tous ensemble. Alors, comme je vous le disais, la revue Géco, donc vous pouvez voir ici, c'est un média de vulgarisation scientifique sur la biodiversité dans le sud-ouest de l'océan Indien. Ce qu'on fait, c'est qu'on va traiter de l'actualité sur les actions de protection de la biodiversité, on va faire des décryptages, on va faire des interviews avec des acteurs locaux. Alors ce projet, en fait, il s'inscrit dans le programme Varuna, qui est un programme plus large à l'échelle du sud-ouest de l'océan Indien, et qui vise à lutter contre l'érosion de la biodiversité. Alors, il y a 3 axes qui sont présentés dans le programme Varuna. La revue Géco, elle s'inscrit dans l'axe numéro 3, vous voyez en blanc, c'est d'encourager la contribution de la recherche au dialogue sciences et société. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de créer une plateforme pour mettre en lien les institutions, les scientifiques, les gestionnaires d'aires protégées, les associations, enfin, voilà, tous les acteurs et les actrices qui luttent pour la protection de la biodiversité. Donc comme vous le voyez, c'est la revue papier. Donc la revue papier, elle est tirée à 3000 exemplaires. C'est une revue qui sort tous les 6 mois et donc qui traite d'un sujet. Donc à chaque magazine, vous avez un dossier qui est traité. Donc au milieu, par exemple, vous avez avec le numéro, vous avez la revue numéro 2 donc, qui traite des mangroves, qui est aussi très pertinent pour les Comores, étant donné les enjeux liés aussi à la préservation des mangroves. Le numéro 3, avec ce magnifique rat que vous pouvez voir en couverture, qui est
une espèce exotique envahissante et qui malheureusement participe aussi à l'érosion de la biodiversité. Donc elle détruit notre végétation et également d'autres types d'espèces, notamment les oiseaux, etc. Donc voilà. Voilà, juste pour vous faire un petit... pour vous présenter le magazine. Donc à l'intérieur de ce magazine, là par exemple, on a un article sur les mangroves au Comores. Donc ça c'est dans le numéro 2. Donc là il y a eu une participation d'acteurs locaux, d'actrices locales comme Antigliette Mohamed, vous avez Anwar Maïba, etc., etc. Ensuite par exemple on a la recette de Livingstone qui a été traitée dans le numéro 3. Donc, comme vous savez, en fait, la recette de Livingstone est présente sur 2 îles. Elle est à préserver parce qu'elle est clairement en train de disparaître. Donc voilà, il y a un article aussi là-dessus qui a été fait par Tani Duroy, qui est également commandant. Et un dernier article aussi, la forêt naturelle à Reboisé. Et là, c'était une contribution de l'association d'art, que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent, qui sont basés à Rogemont et qui ont de nombreuses actions pour la protection de la biodiversité. Nous avons également une revue web. Donc voilà, si les magazines sont un petit peu difficiles à trouver, sauf que vous allez les trouver à l'Alliance française, mais si en fait, vous voulez suivre l'actualité dite chaude, c'est-à-dire l'actualité en fait, qui va être plus récente, contrairement aux magazines où on va parler de sujets qui seront étalés sur une plus grande temporalité. Voilà, vous pouvez suivre la revue où on publie de nombreux articles assez régulièrement. Et pour finir, on a également des webinaires. D'ailleurs, Joshua ici présent avait participé à l'un de nos webinaires. Il avait présenté la liste rouge des écosystèmes, donc un outil pour la préservation, pour établir l'état des lieux des récifs coralliens. Donc voilà, on fait des webinaires tous les derniers mercredis du mois. Donc c'est très... vous pouvez disposer du lien sur notre site, directement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez participer, poser vos questions aux intervenants. Et donc le but c'est vraiment de créer de l'interactivité. Et du coup aussi créer de l'interactivité avec notre équipe. Voilà, donc pour résumer, GECO c'est un média au service de la biodiversité et qui favorise le dialogue entre la société civile, les acteurs de la conservation et les pouvoirs publics. Et c'est un média de solutions constructives. Donc voilà, comme le disait Camille tout à l'heure, vous pouvez retrouver les numéros ici à l'Alliance française de Moroni et vous pouvez également les trouver dans d'autres alliances françaises à Moabi et Zouani. Voilà, ou sur notre site. Voilà, merci à tous et à tous. Donc, nous pouvons dès à présent commencer notre table ronde, qui porte sur la biodiversité aux Comores et dans l'océan Indien. Et, donc, on va parler des actions, des récits également, de la communication qui est autour de ces actions de protection, et potentiellement aussi de l'avenir. Quel avenir on imagine, quel avenir on a envie de construire. Alors, c'est au tour des intervenantes et intervenants. Je vais vous demander de vous présenter. Et je voulais aussi savoir si vous pouvez vous présenter et également nous dire quel est votre lieu naturel préféré aux Comores. Voilà, si vous en avez l'un des lieux préférés, l'un de vos lieux préférés, et si vous pouvez nous dire pourquoi. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Madame Rainata Amada. Je suis de Moélie. Je suis chargée de mission développement local au Parc national de Moélie. Le Parc national de Moélie, c'est une aire protégée de catégorie 6. Pourquoi? Parce que c'est une aire protégée, mais il y a des communautés qui vivent là-dedans. Donc il y a une aire protégée, il y a une communauté qui défend des ressources qui se trouvent dans l'aire protégée. Le Parc national de Moélie, c'était un parc marin qui est créé depuis 2001, mais en 2015, il est devenu parc national parce qu'on a intégré la partie terrestre, c'est-à-dire le parc marin, on a intégré la partie terrestre. Donc,
l'objectif, c'est de protéger la biodiversité marine et terrestre et appuyer aussi le développement des communautés qui vivent là-dedans. Donc, les gens qui m'ont préféré, comme je suis de Limachois, donc mon bien préféré, c'est les îlots de Limachois, où je vous invite à aller visiter le parc naturel. Salam alaikum. Moi, je m'appelle Saïd Ahmada. Je viens de Itsouzou. Itsouzou, c'est au sud de la Grande Comore. Actuellement, je travaille comme manager pays de l'UCN, notamment le programme de résilience des océans et des zones côtières. L'UCN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Parmi mes endroits préférés, c'est le paysage marin et côtier de la zone de Itzamia, notamment les plages de Ponte, les tortues marines du village d'Itzamia à Moïni. Donc là, si vous y allez, vous sentez comme si vous êtes dans une autre planète. C'est pas comme sur Terre. Les paysages, aussi bien les plages, les petits îlots qui sont en face, mais c'est aussi l'endroit où on trouve les sites les plus importants en matière de ponte de tortues vertes. Dans la région de l'océan Indien, on a environ 5000 tortues femelles qui viennent pondre chaque année. Chaque nuit, si vous allez sur le parc d'Itamia, il y a toujours des tortues qui montent pour venir pondre. Merci. Salam alaikum. Moi, c'est Joshua Lambegnason, je travaille pour Cordio East Africa. C'est une ONG qui est basée au Kenya, au Mombasa. Mais moi-même, je suis basé à temps plein ici aux Comores. Cordio East Africa, on travaille en fait beaucoup sur principalement les suivis au niveau des récifs coralliens à l'échelle de la région, donc à travers le Kenya, Tanzanie, Madagascar. Et on travaille également aussi beaucoup sur la pêche artisanale. Donc on travaille beaucoup avec les communautés locales, à essayer de trouver des pratiques de pêche qui sont plus durables, etc. Et un de mes points préférés vraiment au Comores, c'est sous l'eau, du côté d'Ikoni. Il y a ce... si jamais vous y allez un jour, vraiment, vous avez divers habitats, aussi bien de récifs coralliens, où de temps en temps, si vous êtes chanceux, vous pouvez voir un petit requin qui passe. Il y a des petites pentes un peu sableuses qui passent, avec plein de petites raies qui sont là-bas dessous. Des petites failles rocheuses où il y a plein de poissons. Et justement, vu que c'est une zone où Ikoni a fait pas mal de travail au niveau de la pêche, vous trouvez des poissons de grosse taille, c'est sympa. Quand vous êtes dans l'eau et c'est le coucher du soleil et vous voyez la lumière sur la colline et sur les maisons d'Ikoni. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci d'avoir partagé vos lieux préférés. Ça donne envie d'y aller pour des lieux que j'ai déjà visités, mais il y en a d'autres peut-être pas, c'est dont tu parles. Voilà, un jour j'espère que je pourrai y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à discuter d'abord des actions concrètes qui sont menées pour protéger la biodiversité aux Comores. Ensuite, nous parlerons des défis qui sont rencontrés dans la mise en œuvre de ces actions. Et nous parlerons également de la manière dont on peut raconter la biodiversité pour impliquer au maximum de personnes et pour construire un avenir durable. Parce que comme on le sait, parfois la biodiversité, il y a des gens qui sont un petit peu isolés de ce sujet, qui ne sont pas forcément conscients aussi de certains enjeux. Parfois c'est un petit peu difficile aussi de construire avec certains acteurs, certaines parties prenantes. Donc voilà, l'idée c'est de voir comment on arrive à communiquer, comment on arrive à raconter cette biodiversité. Alors, tout et tout cela compris. Alors, je vais commencer par vous demander donc, quels sont selon vous les écosystèmes les plus menacés aux Comores. Je vous laisse librement prendre la parole.
Voilà, donc la personne qui souhaite prendre la parole. Je souhaite également dire au public, à tout moment, si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez éclaircir un point, ajouter quelque chose, n'hésitez pas à prendre la parole, on fera tourner un micro. En tout cas, vos interventions sont vraiment bienvenues. Je dirais que les écosystèmes qui sont très menacés au Congo, je dirais les tortues. Les tortues, il est très menacé parce qu'il y a toujours des braconniers ici et les tortues sont très menacées. C'est dans le territoire et le reste, c'est la ça fait des communications. Écosystème, d'abord écosystème, c'est quoi? On nous a présenté le thème biodiversité. Dans la biodiversité, on a une variété d'habitats naturels, aussi d'espèces, de ressources génétiques. Et l'écosystème est l'un des éléments qui associe à la fois l'habitat et les espèces qui vivent ensemble. Les espèces qui sont en relation, des relations, les espèces entre elles, mais aussi les espèces et l'habitat. Au Comores, on a une variété d'écosystèmes qui englobent les récifs coralliens, les niveaux marins, surtout. Je suis je vous parlerai beaucoup plus de la mer. Vous avez les récifs coralliens, ce que nous appelons Maswahili, Mwamba, les mangroves, les Limongo, les herbiers sous-marins, Wasilomali, Wasilongo, Chani, Chadari. Dans le Comore, on parle aussi de Koum et Adari, les herbiers sous-marins en marée basse. On voit les gazons, à Mitsagmoli surtout, Malé ou Roveni. Nous avons aussi les plages, les côtes rocheuses, les îlots. Il y a des écosystèmes qui sont encore un peu plus profonds, mais c'est les principaux au niveau marin. Au niveau terrestre aussi, vous avez les écosystèmes forestiers. Moi, j'ai appris l'idée de Mme Rainati sur une menace très importante au niveau des écosystèmes forestiers. Aussi, ces dernières décennies, une déforestation massive, ça se manifeste beaucoup plus en juin. Maintenant, ça se manifeste aussi, maintenant c'est beaucoup plus important à Mouéli et en Comores. Et quand on coupe le bois, c'est pas seulement l'arbre qui est menacé, mais c'est l'ensemble de l'habitat, mais aussi toutes les espèces qui sont dedans, les oiseaux, les papillons, les roussettes de Livingstone, les roussettes en général. Et au niveau marin, on a aussi les récifs coralliens qui sont assez dégradés ces dernières décennies. Notre pays est un des rares archipels où la biodiversité marine est très importante, les écosystèmes marins sont bien développés. En fait, on se retrouve dans le deuxième hotspot au niveau mondial. Au niveau mondial, nous sommes en deuxième position, notre région, je veux dire. C'est le deuxième hotspot en matière de biodiversité marine. Ça englobe pas seulement la zone de Comores, mais le nord ou l'ouest de Madagascar. En fait, c'est une zone où on a des phénomènes océaniques avec des points marins qui viennent se heurter avec les îlots qui forment des tourbillons qui font en sorte qu'il y a des éléments nutritifs qui viennent du fond de la mer, ce qu'on appelle les aquaries, qui amènent les sels nutritifs et qui attirent les diverses espèces, que ce soit les micro-organismes, puis les organismes de taille petite et ensuite les moyennes et de grande taille, qui forment une chaîne alimentaire qui fait que
notre région est l'une des régions les plus importantes en termes de biodiversité. Mais avec ces techniques, ces actions d'origine humaine comme la pêche à la dynamique, la pêche avec filet et petites mailles, aussi on voit avec l'extraction du sable qui accentue l'érosion côtière, les phénomènes du changement climatique aussi, avec le réchauffement de l'eau de la mer. En fait, le réchauffement de l'eau de la mer. Une fois que l'eau de la mer, la température augmente, il y a plusieurs espèces qui meurent, qui ne résistent pas à la chaleur, notamment les coraux. Les coraux, les espèces de coraux. Les coraux, ce n'est pas des pierres, c'est des êtres vivants. Les espèces de polypes qui construisent des coraux, qui vivent en symbiose avec les algues zooxanthelles. Ils deviennent toutes blanches et si c'est prolongé, ça provoque une mortalité qui est un peu fatale. C'est ce qui fait que les récifs coralliens sont maintenant parmi les écosystèmes les plus menacés avec les plages, les côtières, l'érosion. Si vous allez dans les côtières, si vous allez dans plusieurs localités de l'archipel, vous verrez la mer qui monte de plus en plus. Pas seulement à cause du changement climatique avec la montée du niveau de la mer, mais aussi les actions humaines avec l'extraction du sable, des galets, qui font que ces régions deviennent de plus en plus alarmantes sur plusieurs localités de l'archipel. Très récemment, je vous jure, on a été alarmé par la montée de la mer à Wala, à la Mirereni. La mer est montée jusqu'à entrer dans le village. On a vu des maisons qui ont été détruites, des restaurants qui ont chance. Donc ça menace pas que les infrastructures, mais aussi la sécurité humaine, les activités économiques dans les zones côtières. On sait qu'environ 15% de la population vit dans les zones côtières. Voilà, c'est un exemple. Mais si vous allez, ça c'est à Moïli, mais vous allez à Bimini en France aussi. C'est pareil, ça se répète assez souvent, même ici à Grand-Mort, chez Bini, et là, il faut nous confirmer, même la Chili, la Guadeloupe, toutes ces localités sont menacées par ces phénomènes de l'érosion côtière. Là, je ne voudrais pas être trop long, je vais laisser mon collègue. Je peux prendre la parole pour m'excuser parce que la tortue, c'est un signe de conservation. Ce n'est pas un système. Merci. Je pense que tu as tout dit, en fait. Justement, tu parlais Saïd parlait des récifs coralliens. Au niveau des Comores, au niveau des écosystèmes parmi les plus menacés, les récifs coralliens font partie de ceux-ci. Justement, pour revenir sur ce que mes collègues disaient, il y a aussi cette notion. Vous avez compris du coup l'explication de Saïd sur ce que compose un écosystème. Ouais. Il faut voir aussi la chose comme une continuité. Vous avez ce continuum entre terre et mer. Par exemple, vous avez, si vous prenez ne serait-ce que le cycle de l'eau, vous avez la pluie qui descend, les rivières, etc. Et ensuite, on a ce même continuum avec les différents écosystèmes. Il y avait, par exemple, on a parlé des forêts, avec justement la déforestation. Si justement vous perdez de la forêt sur votre bassin versant, vous allez, au fur et à mesure, avec les pluies, etc., avoir davantage de sédiments, qui vont se retrouver à dévaler les pentes et dans les rivières, etc., qui sont amenés justement au niveau de la côte et qui vont ensuite se déverser au niveau de la côte, au niveau des embouchures. Et donc, à ces niveaux-là, on va retrouver d'autres écosystèmes, par exemple les mangroves. Vous avez ensuite, comme Saïd l'a mentionné, les herbiers, et ensuite les écosystèmes coralliens. Et chacun de ces écosystèmes, s'ils sont là, ils sont en place et en bonne santé, ils vont jouer un rôle particulier. Donc, par exemple, justement, pour tout ce qui arrive du bassin versant, si vous avez votre mangrove, ça va faire un peu un tampon.
Par contre, si vous ne l'avez plus, ce tampon, il n'existe plus. Et donc, tout ce qui est charrié par nos rivières, par exemple, se retrouve à aller directement sur vos herbiers et également sur votre récif corallien. Okay. Donc, ultimement, une des menaces justement par rapport au niveau des récifs coralliens, c'est vous allez avoir ce qu'on appelle la sédimentation. C'est vous avez énormément de sédiments qui sont charriés par les eaux et qui viennent se déposer sur les coraux et donc qui étouffent ces coraux qui vont ensuite mourir. Donc c'est une des grosses menaces au niveau des coraux. Il y a en effet l'augmentation des températures de l'eau. Il faut savoir que l'année dernière, donc en 2024, a été déclaré le quatrième phénomène de blanchissement corallien de masse, c'est-à-dire à l'échelle internationale, où on a perdu à peu près 80% de la couverture corallienne mondiale. Donc vous savez que les coraux, c'est une partie de votre écosystème, comme l'expliquait Saïd, ils vont être là ils vont créer de l'habitat. C'est des petits, c'est pas les cailloux, c'est des petits animaux qui sont des animaux qui grandissent très très lentement. Et c'est juste qu'en fait, ils créent un petit squelette calcaire, et c'est ça qui donne l'impression que de cailloux. Ce sont des animaux. Et du coup, en grandissant comme ça, c'est ce qui construit votre habitat, construit et structure votre récif. Et dans ce récif, vous avez également vos poissons, et vos crustacés, etc., qui font partie intégrante de votre écosystème. Si on a dit que vous perdez vos coraux, vous perdez votre structure corallienne, du coup, ça veut dire que vos poissons, enfin, les autres êtres vivants sur le récif n'ont plus leurs habitats, et donc, forcément, ultimement, votre récif va continuer à mourir. Oui, il y a essayé de... On est ensemble? D'où le nombre de pressions importantes sur les récifs coralliens, et d'où ma réponse. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, on parlait par exemple de la dégradation des récifs coralliens. D'ailleurs, juste pour définir ce qu'est l'érosion, je m'adressais aux enfants qui sont derrière ici. Bonjour. Là, vous ne tournez pas la tête, hein, c'est ici. Je voulais savoir si vous saviez ce qu'est l'érosion. Vous pouvez crier non, vous pouvez crier oui. Vous levez la main. Est-ce que qui ne connaît pas l'érosion? Qui a besoin que je dise c'est quoi? Ok, super. Alors en fait, l'érosion, c'est la dégradation. Par exemple, imaginons que vous avez une forêt, on coupe les arbres, on enlève l'herbe, et on la laisse comme ça. Donc il n'y aura que de la terre, par exemple. Ça s'appelle de l'érosion. Parce qu'après, quand il va pleuvoir, je ne sais pas si vous voyez ça des fois, quand il pleut, il y a des coulées de boue. Parce qu'en fait, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'arbres qui maintiennent la terre, qui maintiennent l'air, etc., etc. Donc vous avez des coulées de boue, et ça, comme disait Joshua, comme disait Saïd Hamada aussi, c'est que du coup, vous avez toute cette boue qui peut non seulement aller dans les rivières, dans les récifs coralliens, mais aussi dans les villes, dans les villages, ce qui peut causer de graves problèmes, notamment des inondations. Et donc ça, c'est un problème, là on parlait surtout de ce que ça engendre sur le plan naturel, mais nous, en tant qu'humains, on est aussi victime quelque part de cette érosion, de cette dégradation de ces milieux naturels, parce que les inondations, avec les coulées d'eau, ça nous atteint, ça nous fait perdre nos maisons, ça nous fait perdre du matériel, etc., etc. Ça nous met en danger. Pour un autre exemple aussi, toujours vis-à-vis des récifs coralliens, vous avez les récifs coralliens, par exemple, qui se détruisent, qui s'érodent avec l'érosion, comme on disait. Les récifs coralliens protègent les côtes, souvent. Donc, par exemple, vous, si vous habitez sur une côte, que vous n'avez plus de récif, alors que les vagues avaient l'habitude de se casser sur les récifs,
Si vous n'avez plus de récif, les vagues vont venir se casser où? Est-ce que quelqu'un le sait du coup? Voilà, sur les côtes, là où il y a les habitations, ce qui est du coup, bon, c'est pas sympa quand même pour nous de devoir encore vivre avec l'inondation, des submersions marines. Donc c'est pourquoi aussi il est important de préserver cette biodiversité, de protéger ces écosystèmes pour pouvoir aussi nous protéger nous. Voilà, donc je vais continuer, je vais vous demander, les intervenants, qu'est-ce qui vous a motivé à protéger la biodiversité? Donc c'est quoi votre histoire en fait? Quelle est votre histoire? À quel moment ça a commencé? À quel moment vous avez dit tiens, je vais juste pour rappel aussi pour la biodiversité, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le terme, la biodiversité c'est vraiment tout ce qui va regrouper l'ensemble des animaux, des plantes, ça peut être les lacs, ça peut être la mer, ça peut être les océans. Donc ça c'est la biodiversité en fait. Donc voilà, donc je repose cette question aux intervenants. Donc à quel moment vous avez été motivés et pourquoi? Où j'ai constaté qu'en Moénie, il y avait des rivières et en ce moment, il reste sec. Donc quand j'ai constaté qu'il y avait une diminution des rivières qui tarissent, c'est là où moi je me suis dit qu'on doit protéger la forêt parce que sinon on aura un problème d'eau en Moénie. Donc moi je travaillais dans un projet qui s'appelait FADC, Fondation de développement communautaire, qui est maintenant devenu films sociaux. Mais j'ai laissé ce projet justement pour aller travailler au Parc national de Moénie et rester à Limachois, justement pour accompagner les communautés, surtout du parc de Moénie, à protéger la biodiversité, les forêts et tout ce qui est la mer. Donc dans ce moment-là, moi j'ai accompagné les femmes de Moénie à se mettre en association pour justement association des poules, pour la pêche aux poules. Justement tout ça pour que, vous savez que les poules sont une période de reproduction. Donc pendant ce temps-là, ils vont se cacher dans les trous. Donc il y a une période de 3 mois, on a mis un système de repos biologique où les femmes surveillent pendant ces 3 mois-là, de novembre à janvier, on ne va pas chercher les poules, on ne va pas pêcher les poules, justement pour protéger les poules. Donc tout ça, on met des actions pour protéger aussi bien la partie publique que la partie forestière. Donc c'est pas tout le moment venu vraiment à Moénie, on risque de ne pas avoir une rivière de poules. Merci. Pour mon cas, il y a eu 3 moments quand j'étais jeune, quand j'étudiais les sciences expérimentales, c'était au début des années 90, j'étudiais à l'École nationale d'enseignement supérieur de l'économie. Là, il n'y avait pas l'université, on avait l'École nationale d'enseignement supérieur. J'étudiais les sciences expérimentales. En première année, j'ai entendu à la radio des phénomènes un peu surnaturels. Et scientifique, une française qui était venue étudier des phénomènes qui se passaient à lac Bunduni à Moénie. C'est un lac qui fait partie des sites Ramsar, la convention Ramsar, convention de protection des zones humides avec une importante biodiversité autour des oiseaux, plusieurs espèces de faune et de flore autour, et des gaz qui se dégageaient et les gens, surtout les modernes, ne comprennent pas d'où vient ces gaz-là, et puis cet expert français qui était venu étudier ça, j'ai entendu ça à la radio. Là j'ai commencé à apprendre beaucoup des sciences naturelles à part de ma formation. Je me suis dit que je dois approfondir mes connaissances dans les domaines. Ça, c'était le premier moment. Et deuxième moment, toujours durant la même année, il y avait Moïse Blanga, Blanga Gazitia. C'est l'une des premières associations de protection de l'environnement comore qui a été créée en 1991. Ils avaient un bureau tout près de l'école à venir
là où il y a le dispensaire, ce que nous appelons Opéra. Vous connaissez l'endroit. Vous avez une petite bureau, là, je suis passé, j'ai vu les gens, puis je suis entré dedans pour me demander qu'est-ce qu'ils font. C'est là où ils m'ont appris que si nous avons une association de protection de l'environnement, je veux aussi aider les membres. Évidemment, j'ai pris connaissance à un américain de l'association Côte de la Paix. Il m'a présenté à des gens de l'hôtel Galawa. Vous avez un club de plongée, c'était en 93. Donc là, j'ai appris à plonger. Donc, quand j'ai plongé, j'ai vu aussi la beauté du milieu sous-marin. C'est là où j'ai fait mon papier de plongée. J'ai commencé à la piscine d'abord, après je suis allé plonger. Il y avait des endroits de récifs coralliens au fond de la mer qui étaient comme de très jolis jardins avec des espèces de coraux foliacés, c'est un peu comme les laitues, les salades, les fleurs, et même des espèces de monticoral. Et puis il y avait d'autres espèces branchues, d'acropora et d'autres un peu encroûtants, espèces de coraux. Ça ressemblait, vous voyez, comme quand les femmes tressent les cheveux. C'était très joli comme ça. Donc c'est à partir de là. Et puis le troisième moment, c'est avec le Sulacanthe. C'était 1 an après. L'année suivante, on m'a raconté que dans mon village, à Tintou, il y a un bateau qui est venu. Ils font des recherches sur le Sulacanthe. Donc je me suis rapproché et j'ai accompagné des pêcheurs avec la petite pirogue. Ils sont montés dans le bateau et bon, les gens, les pêcheurs, ils étaient un peu remontés, ils croyaient qu'eux venaient pour prendre des poissons et tout, ou bien des ressources minières. On racontait beaucoup d'histoires. Il y a d'autres qui disaient que le bateau, ils amenaient des mercenaires, que c'était aussi, ça précédait un peu la période des coups d'État. Quand on est monté, les scientifiques qui étaient là, c'était des Allemands de l'Institut Max Planck, ils avaient un sous-marin. Puis il y avait un Français, actuellement, de l'Institut Océanographique de Marseille. Là, ils ont commencé à nous expliquer le travail qu'ils font avec le Sulacanthe. Vous connaissez le Sulacanthe, c'est un symbole pour les Comores, c'est le symbole national. Donc c'est une fierté pour les Comoriens, cette espèce. Moi aussi, ça a commencé à épurer un jour, parce que je servais un peu d'intermédiaire. Comme j'ai étudié un peu les sciences expérimentales, je me demandais un peu, je comprenais un peu leur langage. Je traduisais aux pêcheurs. Donc, un jour, ils ont décidé de m'amener dans le sous-marin pour aller voir de visu ce qu'ils font. Pour montrer que c'est vrai, ils étudient que c'est là. Ils ne viennent pas prendre des diamants. Et puis, je suis allé voir dans les grottes sous-marines, vous voyez. Parce que normalement, le matin, ils se regroupent dans la grotte. J'ai vu, il y avait une dizaine de Sulacanthes dans la grotte qui se reposent le matin, et puis le soir, le Sulacanthe il sort pour chercher à manger. Donc on est allé sur 2 grottes. La première grotte c'était environ 187 mètres de profondeur, et une deuxième grotte à 202 mètres de profondeur. On a pu voir les Sulacanthes de visu, c'était vraiment extraordinaire. J'ai commencé à voir ces motivations à partir de là. Voilà, une expérience d'une vie en sous-marin. Moi, c'était. Moi, j'ai commencé à connecter avec l'environnement marin quand j'étais un peu plus jeune, à regarder les documentaires animaliers à la télé. Et en particulier tout ce qui était sur les grands prédateurs et en particulier les requins. Donc voilà, j'ai commencé à avoir cette petite passion pour les requins. Au fur et à mesure, plus tard, j'ai commencé à plonger, à aller voir aussi un peu ce qu'il y avait sous l'eau et découvrir ce nouveau monde. Et en même temps, avoir aussi un petit peu la frustration de... J'avais commencé à faire mes niveaux pour être instructeur, etc. Dans une période où justement il y avait eu un gros phénomène de blanchissement corallien dans le monde. Et donc au début je découvrais ce milieu magnifique et en même temps je le voyais périr à petit feu. Et donc je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Et voilà, les années sont passées, j'ai fait mes études.
Et je me suis spécialisé justement sur l'étude des requins et des raies. Voilà, ce sont des animaux qui sont souvent mal compris et souvent très mal perçus, malheureusement, alors qu'ils sont jolis et gentils. Et donc l'idée, c'était voilà, de faire des recherches pour mieux comprendre leur comportement et la manière dont ils utilisent l'habitat, pour justement pouvoir les préserver. Alors, en même temps, avec ça, il y avait l'aspect communautaire, dans le sens où, certes, je me suis dit, ok, très bien, il faut que je puisse faire quelque chose à mon échelle pour essayer d'améliorer l'état de santé des écosystèmes, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des gens qui ont dépendé. Donc, je me dis, est-ce que mon travail, ça va être du coup d'essayer de balancer un petit peu ça et de voir comment on peut allier la préservation de l'environnement, mais en même temps s'assurer que les gens qui en dépendent puissent quand même en vivre et sur le long terme. Donc voilà, petit à petit, c'est un peu le chemin, c'est un peu mon chemin. Et en parlant de l'ANA, nous avons un des pères fondateurs qui vient de rejoindre, le docteur Ouled, qui vient d'arriver. Super, merci beaucoup. Ah, vous avez une question? Oui, bonjour à tous, merci. Je suis Jean Pourbet, je suis coordinateur de l'assistant technique du parc VRE et je voulais profiter de cette tribune pour tirer un peu le sol de l'âme en fait, parce que vous parlez tout à l'heure des écosystèmes qui étaient particulièrement en danger et on a cité les récifs coralliens et c'est vrai, et je ne dirais pas tout l'ensemble des récifs coralliens, mais la partie du platier récifal. Celui qui est juste après la belle moyenne marine et qui est avant la rupture et la porte externe. Dans ces zones-là, comment ça s'est passé? En fait, je vais très souvent plonger en apnée dans différents endroits, que ce soit le Moja, le truc du café, ou d'autres endroits. Et là, je remarque quand même qu'il y a une espèce invasive, une rhodatis, c'est une alimente de mer brune, qui s'attaque aux coraux qui sont en mauvais état. Donc dès qu'il y a des coraux affaiblis, ils s'installent, ils occupent tout l'espace. Il y a 2 semaines, je suis allé à Chamonix. Chamonix, la dernière fois que j'y avais été, ça devait être en 2018, je crois, quelque chose comme ça. On avait un platier récifal normal avec une biodiversité élevée. Là, je suis retourné à 95%, c'est entièrement recouvert de cette anémone brune. Alors, c'est pas qu'elle soit méchante, mais elle n'a pas de sphère calcaire. Donc, les récifs coralliens ne vont pas se relever, ça étouffe tout, ça fait un tapis homogène. Là, c'est vraiment quelque chose, et en très peu de temps, quand même, ça évolue très vite. Là, je pense que ça mériterait une étude plus approfondie du phénomène. Voilà. Alors, cette fragilité, elle est due à quoi? Elle est due effectivement au changement de température, et je pense qu'elle est due aussi à tout le runoff, toute l'eau qui n'est pas traitée, les eaux usées, tout ça qui arrive en mer, et notamment les pesticides, les hormones, les oestrogènes, des choses comme ça. L'origine de cette invasion, on ne la connaît pas encore, mais il y a certainement des facteurs qui favorisent cette perte de biodiversité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces interventions et les informations que vous nous transmettez. Oui, donc là, ça nous rappelle en fait le sujet des espèces exotiques envahissantes, juste des espèces envahissantes qui vont proliférer, donc qui vont être en trop grand nombre par rapport à des espèces qui sont déjà installées et qui peut poser de graves problèmes pour l'ensemble de l'écosystème. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Assalamu alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier les assistants de cette conférence. Et j'ai des questions. La première, je m'adresse à Joshua. Quelles sont les remarques ou les signes qui montrent que dans ces côtes, il y a des requins? Car ici au Comores, ce n'est pas tous les villages côtiers qui ont des plages.
Parfois, les jeunes, on se baigne dans les potes. Donc, elles sont une remarque pour savoir que dans cette partie de mer, il y a le requin. Parfois, si on regarde le documentaire en Afrique du Sud, hein, le requin se trouve tout dans la côte. Alors que si on commence, c'est rare qu'on attend que quelqu'un qui se baigne dans les côtes, il ne rattrape pas le requin. Voilà, donc on sait pas quels sont les signes. Donc, la deuxième question, c'est pour tout le monde. Chaque nation a ses traditions. Donc, il y a des nations qui mangent tout ce qui bouge. Nous, les Comoriens, on mange tout ce qui existe dans le mode islamique. Alors, je ne vois pas l'importance de quel c'est, pourquoi on nous a interdit de ne pas pêcher ou prendre des tortues. Est-ce que, selon nous, les Comoriens, parce que là, on a un problème de la qui tue, qui met de maladies. Est-ce que, si vous qui s'occupez de cet écosystème, est-ce qu'il n'y a pas un méchant, au lieu d'améliorer, c'est-à-dire au lieu de nous interdire de ne pas prendre les tortues, de développer, de prendre la place Alors, est-ce que quelle est l'importance de développer ou de nous arrêter de ne pas pêcher alors que nous avons un problème de viande? Alors, je crois qu'il sera beaucoup d'importance si vous développez le système, bien élever les tortues, afin de passer le dawa. Mais si le fait que vous les gardez seulement pour la bonne des yeux, je ne comprends pas l'importance. Voilà, donc si vous avez des explications présentes, j'aimerais que vous expliquiez au public. Merci. Je vous avais dit que c'est le site de conservation vraiment menacé et qui est protégé. Parce qu'à Isamia, si tu vas prendre une tortue, c'est vraiment un problème pour les gens qui vont avec une tortue. Mais, comme dans la salle, nous avons une chargée de missionnaire au Parc national de Wili, qui est là, je laisse cette question, il va répondre à cette question. Pourquoi on est perdu? Salam alaikum. Bon, par rapport à cette question de tortue, peut-être, bon, toute espèce ou toute qui se trouve au niveau de la mer, chacun a son rôle qu'il joue. Et ça fait partie, ça fait partie de ce qu'on appelle service écosystémique. C'est-à-dire, la présence des tortues dans la mer a un rôle justement direct, bon, d'une manière indirecte, qui aide la vie des humains ici. La tortue, bon, en général, ils sont là pour des nettoyages. C'est-à-dire qu'il y a pas mal des algues toxiques qui sont là et que en général, ce sont des tortues qui consomment ça. Et ces algues pourraient être mangées par des poissons. Et par rapport à ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, ça peut nous arriver en dernier et ça peut nous intoxiquer. Ça, c'est la première raison de sa protection. Non seulement ça, il y a la deuxième raison, c'est économique. Nous, les îles Comores, notre économie, justement, c'est pour le tourisme. Et pourtant, la tortue marine fait partie de nos potentialités écotouristiques au niveau national. Donc, tous les touristes qui viennent au Comores ne viennent pas regarder des lions, ne viennent pas regarder des éléphants, mais pour eux, justement, c'est la tortue marine, ils viennent ici, voilà. Donc, et c'est une deuxième raison. Troisième raison, c'est que c'est une espèce en voie de disparition. Ce qui veut dire que si jamais on
on ne la protège pas, ça finirait comme le dugong. Peut-être il y a pas mal de gens ici qui n'ont jamais vu des dugongs. Pourtant, c'est une espèce qui vit dans nos zones marines, au Comores, et c'est une espèce qui a une extension actuellement. Le dugong se trouve seulement dans les zones marines de Mouéli et à Mayotte. Donc il y a des gens qui ont même une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, qui n'ont jamais vu des dugongs. Donc ce qui veut dire qu'ils étaient nombreux aux années 80 sur massacrés, parce qu'on disait que nous n'avons pas rien à manger, donc on doit consommer des dugongs actuellement. Nous, les jeunes aujourd'hui, on ne connaît pas les dugongs, on parle plus la génération future. Donc ça montre que c'est une espèce qu'on doit toujours protéger pour nous aujourd'hui, mais aussi pour la génération future. Donc, la question de Josh, bon, lui c'est spécialiste en requin, mais ce que je voulais vous dire que actuellement il y a de la technologie, il y a un outil qui s'appelle outil Symfony. Donc c'est un outil qu'on utilise surtout sur la planification des espaces marins. Donc ça nous permet, ces outils avec des satellites, donc ces satellites d'identifier des secteurs là où il y a des requins. Donc ces outils c'est utilisé. Ici même au Comores, on a des cartes satellitaires, des cartes qui sont là, qui montrent en général les sites qui a pas mal de requins au niveau de la côte et au large. Donc, comme tu disais qu'on ne voit pas, nous, on sait là où, si vous voulez des requins, nous pouvons aller avec toi pour vous dire que voilà, dans telle côte, tu peux trouver des requins, parce qu'en général, bon, il y a différentes espèces de requins, mais les requins qui se promènent au niveau de la côte, en général, on le trouve surtout dans les mangroves. Donc, il y a même une étude que Josh a fait récemment en ligne pour ça. Donc, il y a pas mal de données qui montrent, des données scientifiques qui montrent la présence des requins au niveau des côtes. Donc, là, je parle sous contrôle de Josh. Peut-être qu'il pourra compléter ça. Merci. Au niveau nos requins, ils sont présents dans toutes les eaux et à travers toutes les îles, à travers les eaux, autour de toutes les îles. Vous avez quand on parle de requins, souvent les gens vont avoir l'image de gros requins mangeurs d'hommes. Il y a toute une variété d'espèces. Un nombre, on a plus de, on a passé maintenant quasiment les 1300 espèces. Donc vous avez aussi bien des espèces qui vont être pas plus grandes que nos bras à l'âge adulte et qui se nourrissent juste de crustacés. Et à l'inverse, vous allez avoir par exemple le requin baleine qui lui peut atteindre 10-12 mètres. Mais malgré cette grande taille, il se nourrit que de krill, que de plancton. Et le petit poisson. Tout ça pour dire, ils sont un peu partout, on les voit pas forcément, parce que d'une part, si on les cherche pas, on les trouvera pas forcément. Ils sont sous l'eau, il n'y a pas grand monde qui passe beaucoup de temps sous l'eau, à part peut-être les pêcheurs, certains pêcheurs en apnée. Ils sont régulièrement pêchés, cela dit, donc preuve qu'ils sont dans les environs. On les retrouve aussi à travers chacun des écosystèmes marins. Par exemple, Vincent parlait des mangroves. Les mangroves, justement, agissent, ont un rôle de nurserie pour beaucoup d'espèces. Un rôle de nurserie, c'est-à-dire que les petits qui viennent de naître vont aller un peu se réfugier dans les mangroves, parce que justement, avec les racines, etc., un peu intriquées, ça permet d'échapper, ou en tout cas d'être à l'abri de gros prédateurs. Donc souvent on va retrouver là, des espèces de raies, de requins,
et d'autres poissons, mais à l'état juvénile, donc à l'état poisson jeune, dans ces zones-là. Vous avez peut-être entendu parler justement aux alentours du lac Salé ou même aux alentours de l'île Saint-Louis, il me semble que c'était il y a 2 ans. À un moment donné, c'était panique parce que quelqu'un avait vu des requins au niveau de la plage de l'île Saint-Louis. En fait, il se trouvait que c'était juste un petit groupe de bébés requins pointe noire qui font 60-70 cm et qu'on va retrouver justement à ce stade de leur vie au niveau des herbiers où ils chassent un peu sur des petits poissons. À l'âge adulte, ils vont être un peu plus gros, peut-être 1,80 m, et on va les retrouver au niveau du récif. Voilà. Donc oui, ils sont à travers, ils sont dans toutes les eaux. Après, on ne les voit pas non plus énormément parce que du fait aussi que leur population a un énorme déclin, ils sont énormément pêchés, pour la majorité des espèces, elles sont très vulnérables parce que justement elles mettent beaucoup de temps à se reproduire. C'est-à-dire que si vous pêchez beaucoup, vous ne leur laissez pas le temps de se reproduire, alors forcément la taille de la population va diminuer et diminuer. Est-ce que ça répond? Bien. Bonsoir à tous. Moi, je suis Lydia, chargée de mission pour l'assistance technique du projet Pacte Vert et Bleu. En tout cas, les échanges sont très enrichissants. Je suis biologiste de formation à la base. Je voulais juste compléter, messieurs qui est tout devant moi, par rapport à la question qui a été posée par notre chère amie Daisy concernant l'interdiction des tortues. Pourquoi? À un moment donné, on a interdit de consommer le tortue au niveau Comore. J'imagine qu'avant, on consommait la tortue et ce n'était pas interdit. À un moment, c'est interdit parce qu'on a aperçu qu'aujourd'hui, il y a un déclin de ces espèces-là et que ces espèces-là sont en danger. Ces espèces-là ne peuvent pas être en danger s'il n'y a pas d'intervention humaine qui les menace. Donc, aujourd'hui, comme on sait aussi au niveau scientifique que l'espèce qui est la tortue, qui est le dugong, qui est le requin bleu, les récifs coralliens, tout contribue à la régénération de l'écosystème marin et contribue justement l'ensemble de la biodiversité qui le constitue, qui est la biodiversité marine. Donc, la tortue, l'existence ou la présence de la tortue au niveau de son écosystème fait intervenir différentes espèces, notamment différentes espèces de poissons et d'autres. Donc, aujourd'hui, si il y a cette interdiction, c'est bien parce qu'il y a eu menace. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Dédé. Je voulais compléter un peu la réponse de Madame. Pour montrer qu'aujourd'hui, même si on interdit la consommation, c'est aussi bénéfique aux hommes. Ce n'est pas seulement pour la biodiversité constatée, mais ça peut aussi être bénéfique à nous en tant qu'être humain. Je vais apporter une couche économique, parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les valeurs économiques totales, des choses qu'actuellement ici au Comore, donc ici un peu partout. Parce que si aujourd'hui on veut montrer ce que la tortue apporte, pourrait apporter éventuellement pour nous, la population, on peut facilement se dire que c'est mieux d'avoir une tortue vivante que d'égorger une tortue mangée. Pourquoi? Parce que une tortue, ça peut apporter aussi au niveau touristique. Si on fait une valeur, on peut calculer. Moi, j'ai fait des petits calculs, sans pour autant voir des études financières, sur si vraiment on met en valeur la tortue, ce que ça pourrait apporter dans les villages où il y a les tortues, notamment de Samia. Pourquoi? Pour le tourisme, c'est-à-dire au niveau de l'hébergement des touristes, au niveau de la consommation locale, au niveau des guides touristiques aussi, ça peut créer des emplois. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on se dit que la tortue, en le mangeant, ça nous apporte, mais aussi, même si on ne le mange pas, même si c'est vivant, ça peut aussi nous apporter au niveau économique. Merci.
Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Danda Youssouf, je suis citoyen. Donc je n'ai pas de questions, mais seulement des remarques qui ont été évoquées ici, notamment sur les écosystèmes qui sont progressivement menacés. Les experts ont avancé des idées sur beaucoup d'écosystèmes. Moi, je vais m'atteler sur l'écosystème marin et côtier. Ce sont des écosystèmes qui, à mon avis, sont très menacés. Tous les jours. Il n'y a pas d'heure ou de minutes qui passent sans que ces écosystèmes soient menacés. Au-delà des arguments qui sont avancés par les experts, notamment les études de changement climatique, qui fait que certaines localités sont menacées tous les jours par la montée des eaux, moi je vais avancer qu'il y a un autre phénomène qui fait que il y a le déversement des déchets ménagers tous les jours. Le peu d'écosystèmes qui restent sont encore très menacés par le déversement des déchets ménagers, notamment les déchets plastiques. Qui fait que tous les zones côtières de notre pays sont toujours polluées par les déchets d'eau. Or, il n'y a pas un système ou un mécanisme qui est mis en place pour gérer ces déchets. Pour aller encore plus loin, il y a le déversement des huiles, des essences dues à la pêche artisanale. Moi, je suis de Chidébi. C'est un village très de pêche. Quand j'étais petit, je fais la pêche à la falaise, je pêche beaucoup de poissons. En 15 à 20 minutes, il y a beaucoup de poissons qu'on arrive à pêcher. Mais maintenant, il n'y en a pas. Parce que les petits poissons sont étouffés par les huiles, l'essence et l'applaudissement de plateaux côtiers. Donc moi, je pense que ces écosystèmes sont très très menacés par rapport à d'autres comme la forêt, parce que la forêt, il y a des solutions qui sont proposées. Or, dans l'écosystème marin côtier, je ne vois pas des solutions vraiment qui sont là pour faire en sorte que ces écosystèmes restent en vie comme les autres écosystèmes. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Là, vous avez parlé des différentes pressions qui sont exercées sur les écosystèmes marins. Vous disiez que vous ne voyez pas en fait quelles actions sont menées sur le terrain pour pouvoir préserver, par exemple, les côtes, les récifs, etc. C'est d'ailleurs le but aussi de cette table ronde, c'est de pouvoir mettre en perspective aussi les actions qui sont menées sur le terrain. C'était d'ailleurs ma prochaine question, donc je suis ravie que vous puissiez m'introduire. Donc, ce sont des actions concrètes donc, qui sont menées pour protéger la biodiversité. Donc là, on a parlé des récifs coralliens, peut-être qu'on peut continuer là-dessus. Peut-être parler plus tard aussi des forêts. En tout cas, si ça semble intéressant pour ça aussi. Peut-être Joshua, Saïd aussi, si vous avez des choses à dire en termes de solutions concrètes, Ainati aussi, en tant que termes d'action. Je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que les actions ont commencé depuis que les Comores sont créées, les populations avaient des modes d'exploitation, de consommation qui permettaient un certain équilibre entre le potentiel, la capacité des ressources et la population. Mais c'est avec l'explosion démographique et des modes de consommation modernes et comment les choses ont commencé à changer. Les espèces deviennent de plus en plus menacées, les écosystèmes aussi. Et c'est pas que au Comores, au niveau mondial, on a sonné il y a eu une sonnette d'alarme au niveau mondial sur le danger de l'environnement, de dégradation de l'environnement, depuis le rapport Bettengang de 1987. Il y a
un peu inciter cette notion de développement durable, où il faut trouver l'équilibre entre l'économie, l'environnement et la société. Et en 1993, avec l'organisation de la conférence internationale de Rio de Janeiro, au Brésil, en 1993, où c'était une conférence sur l'environnement et le développement, où il y a eu un appel à l'action. Donc c'était vraiment un des moments forts pour la protection de l'environnement. Donc les pays en développement, y compris les Comores, à leur retour, les ministres et même les chefs d'État, à leur retour, ils ont commencé à mettre en place des politiques nationales pour la protection de l'environnement, des cadres légaux, des lois. Donc c'est là où on a eu la politique d'ailleurs pour la protection de l'environnement. C'était la partie de là, la loi cadre sur l'environnement, mais aussi la direction nationale de l'environnement. C'est une nouvelle institution qui a été créée à partir de là. Et puis il y a eu la ratification de conventions internationales comme la Convention sur la biodiversité, pour mieux gérer la biodiversité, sur le changement climatique, sur les pollutions. Donc, ce sont des cadres au niveau mondial, et qui sont déclinés aussi au niveau national, et qui ont permis de mobiliser des financements pour mettre en place des projets. On parle de projets, là on parle d'action aussi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, même si ce n'est pas suffisant, mais il y a eu tout récemment la mise en place des parcs nationaux. Il y a eu le premier parc national de Moélie en 2001, mais tout récemment, le président de la République, Excellence Samia Soumani, a créé 5 parcs nationaux de plus. Le parc de Katala, le parc Selakan, le parc Chiswani d'Anjouan, le parc de Sablon-Koudé au nord de la Grande Comore. Et un des principaux, parmi les principaux objectifs de ces parcs, c'est de protéger la biodiversité. Donc c'est des actions concrètes. Et donc, mais je dirais une chose qui est très importante pour les Comores, parce qu'on a souvent tendance à dire que derrière la tâche qui dit derrière les gens forts, il y a toujours une femme derrière. Donc moi je dirais que derrière chaque parc national, il y a une association, un mouvement associatif qui a été très actif, qui a fait le plaidoyer pour qu'on puisse arriver au placement de ces parcs. J'ai parlé au début du mouvement Oulanga Ngasidja aux années 90, dont le docteur est des fondateurs. Mais suite à ces mouvements, il y a eu d'autres associations au niveau de chaque île, des fédérations d'associations, mais aussi des associations villageoises. Pour le parc Selakant en particulier, il y a eu l'association de protection du Selakant, qui a été créée avant le parc. C'est une association qui a regroupé les 12 villages de la zone du Selakant du Sud. Les pêcheurs se sont fédérés en association. C'est là qu'ils ont commencé à faire la sensibilisation, mener des activités génératrices de revenus, des formations, mener des surveillances. À Moélie, c'est pareil, il y a eu l'association ADSN de Limanchoua, l'association de développement économique de Limanchoua, à la fin des années 80, il y a eu l'association ADC Zamia, vers la fin des années 80 aussi. Même en juin, on a eu l'association de Mimini, de Mama, au base. Donc ce sont ces associations qui ont commencé à préparer les populations pour arriver à la mise en place de ces parcs pour protéger la biodiversité. Et même quand on parle de pollution aussi, tout récemment, on a la stratégie nationale sur la gestion des déchets qui a été adoptée cette semaine, la semaine dernière. La semaine dernière, sur une stratégie nationale pour la gestion des déchets. Une loi aussi sur la gestion des déchets. C'est cette semaine. Hein. Et puis il y a deux nouveaux projets qui viennent d'être lancés. Un de l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur la gestion des déchets plastiques, justement. Il y a un autre de la Commission de l'océan avec un recul sur la gestion des déchets dangereux. Donc je dirais qu'il y a quand même des choses qui se font, même si les résultats ou bien les impacts ne sont pas encore satisfaisants, mais
on doit encore continuer le combat, comme on a les jeunes ont tendance à le dire. Est-ce que je peux interrompre? Johnson, consultant pour le projet AFDEL, j'ai rentré en 2019. Alors je viens de terminer un atelier, donc j'ai rencontré la REFUGECO les fois précédentes. Je veux dire que je suis aussi animateur de la fraise de la biodiversité, je forme en économie écologique, je connais un peu le sujet, et je rejoins ceux qui disaient que voilà, la question c'est de voir en quoi la biodiversité peut être intégrée, en quoi intégrer des activités économiques à la biodiversité. C'est-à-dire que la méthodologie des parcs nationaux statistiques celle des, je suis aux États-Unis, les parcs nationaux américains, c'était le stationnage extérieur à l'homme. C'était c'est sublime, c'est beau. On va protéger ça pour que l'homme ne va pas, même le natif d'ailleurs. Voilà. C'était ça les parcs nationaux. Il faut savoir, c'est l'origine des parcs nationaux. Aujourd'hui, ça a évolué. Et par exemple, le parc marin de Moïse, que j'ai visité il y a quelques années, l'idée c'est aussi d'avoir la seule façon finalement dans les petites îles comme comment de préserver la biodiversité, c'est d'intégrer les activités économiques, qu'elles soient agricoles ou autres, à la biodiversité. Ça veut dire concrètement, vous avez à Moïse des cocoteraies, c'est-à-dire qui il y a quelques années étaient en déshérence, c'est effectivement trouver des espèces qui à la fois contribuent à des routes, comme disait madame, ou des espèces clés dans l'écosystème, mais qui en même temps apportent quelque chose à l'économie locale. Donc ça peut être une cocoterie qui protège des ouragans, etc. sur les zones côtières. Ça peut être des espèces emblématiques. Ça veut dire que pour le tourisme, ça veut dire aussi qu'il faut préparer le pays sur le tourisme, parce que, voilà, je vais réfléchir, parce que quand on est indépendant, on n'a pas forcément de télé. Ça veut dire qu'il y aura des professionnels. On parlait de Londres, je ne sais pas si vous avez évoqué, si c'était dans l'équipe de plongée ici. On a dit qu'il y a de superbes fonds, le type, il n'y a pas vraiment de 100 000 plongées, il y a pas de sécurité. Si vous voulez aller en mer, visiter des espèces marines, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a aucun moyen d'aller prendre un bateau. Voilà. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent contribuer à la biodiversité. Et la clé, finalement, c'est d'intégrer cette protection de la biodiversité à une vision d'activité économique. Que ce soit dans le milieu agricole, l'agroforesterie, l'agroécologie, qui est un peu la biodiversité par le milieu agricole pour aussi retenir l'eau, parce qu'il y a 4, je crois, cours d'eau qui fonctionnent en permanence à arrangement, contre 14 précédemment. Donc c'est la préservation de l'eau, c'est tout ça, c'est les méthodes agricoles, mais c'est peut-être aussi en milieu urbain, l'économie du tourisme, l'économie circulaire. Je sais qu'il y a des personnes ici qui recyclent les déchets, qui fonctionnent dans des associations qui le font. Donc c'est ça, si on n'intègre pas, je veux dire en message, si on n'intègre pas la protection de la biodiversité à une réflexion économique, ça va difficilement fonctionner, surtout sur les îles de petite taille. Merci. Oui, je vais juste prendre répondre à votre secondes sur les actions concrètes qui sont mises en place. Alors là, je vais un peu faire la réclame pour le pacte vert et bleu, le projet de l'Union européenne. Les premières actions, les premiers objectifs de ce programme, c'est quand même de mettre en place un observatoire de l'environnement et de la biodiversité au Cameroun, avec l'aide des compétences régionales et nationales, les scientifiques de l'université notamment. Et l'idée, c'est dans plusieurs sites, d'utiliser les 4 ans de vie du projet qui nous reste pour revenir régulièrement sur les mêmes sites et faire les mêmes mesures. Prendre des images drôles, faire des concepts, des cadrans, toute une série de mesures scientifiques et aussi recueillir des informations subjectives des communautés locales sur l'évolution de l'environnement. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans. À ce moment-là, on aura recueilli suffisamment de données. Il y aura des données bien sûr sur Vancouver, sur Angoulême, Moïse, et à ce moment-là, on pourra parler de l'évolution ou pas en termes d'habitat, d'environnement, de services écosystémiques, des choses comme ça. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui se font, mais ça va demander du temps avant qu'on ait vraiment des informations. Voilà. Je te donne la parole. Je vais reprendre.
Ok, je vais reprendre la parole concernant cette question qui a été posée. Quelles actions concrètes sont menées pour protéger la biodiversité? Moi, je dirais plutôt, par rapport à cette question, quelles sont les actions? C'est pas pour modifier la question. Pour apporter des éléments de réponse par rapport à cette question, avant tout, il y a des actions, effectivement. Il y a des actions concrètes qui se font au niveau local, mais au niveau national, pour protéger la biodiversité. Mais est-ce que ces actions concrètes auxquelles on parle, ils sont encore pérennes? Il y a du suivi pour ces actions? C'est ça. Moi, je pose cette question-là. Je dirais plutôt, par rapport à ma réponse, il faut des politiques. Des politiques auxquelles notre docteur vient de signifier qu'il y a une stratégie qui a été adoptée sur la gestion des déchets, effectivement, dont il y a eu sa validation il y a quelques semaines, quelques jours. Il y a le cadre de l'environnement qui a été aussi mis à jour le 24 décembre 2024. Effectivement, il y a des avancées. Mais est-ce qu'on respecte ces avancées, les textes? Puisque nous savons que le problème, avant de mêler les actions concrètes pour protéger la biodiversité, il faut d'abord identifier le problème. Le problème, il est où? Oui, il y a des menaces. On a parlé de l'urbanisation, la démographie. On a parlé de la pression anthropique exercée par l'humain. Donc tout ça. Et tout ça, si on a une vision dans une politique qui est respectée, qui est bien suivie, eh bien, les actions concrètes seront effectives et efficaces. Voilà, c'était juste ma petite contribution par rapport à cette question. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Olegui, président de l'ANGA, ancien doyen de faculté, membre du comité pour la mise en place de l'école doctorale à l'Université de Paris. Alors, à répondre à la question sur les actions concrètes, oui, nous sommes un certain nombre de gens, depuis 30 ans, dans la société civile, qui mènent beaucoup d'actions. Je voudrais rendre hommage dans cette salle à une grande dame qui est devant moi, Madame Andilia, qui a mis en place la et qui a beaucoup contribué sur la meilleure connaissance de la biodiversité des communes. Puisque j'étais membre du jury de sa thèse à Madagascar, c'est un travail de fourmi pour avoir le listing au niveau végétal, donc de l'ensemble du travail qui a été fait au Comores. Oui, il y a des avancées. Madame Andilia également, par exemple, l'accord sur les mangroves, a mené énormément d'études qui l'ont valu d'être nommée la femme de l'année par le WIOMSA, donc le Western Indian Ocean Association, cette année. Alors ça veut dire qu'il y a des avancées, mais probablement si on met en parallèle entre ce qui se fait par les associations et par l'État, forcément il y en a un qui est en retard, c'est l'État. Donc je fais partie aussi, puisque je fais partie des gens qui rédigent les politiques de l'État. Alors donc, s'il y a des avancées, il faut que ce soit des modèles d'exemple. Et je voudrais là parler de donner de l'avenir à ces jeunes étudiants qui sont ici, qui sont présents à cette conférence et qui se posent la question pourquoi on est là. Je crois que ces jeunes doivent avoir un métier, gagner leur vie par le travail, en protégeant l'environnement, en la valorisant, et surtout, puisque jusqu'à présent, il y a beaucoup d'étudiants qui partent en Inde, en Turquie, et qui sont en train de faire des tests sur la biodiversité. On a eu récemment un colloque avec les étudiants de Turquie, et on voit bien le travail qui se fait. Donc il y a un travail de recherche à faire pour connaître la biodiversité, pour la protéger, pour la connaître. Et la deuxième chose, il faut la valoriser. On a des secteurs clés dans ce pays, avec l'économie bleue et l'économie verte. Malheureusement, jusqu'à présent,
aucune de ces économies n'a beaucoup avancé. Dans l'économie bleue, on a au moins 7 départements, dont le tourisme côtier, les ressources marines et côtières, mais également tout ce qui est transport maritime et tout ce qui est recherche donc, au niveau des hydrocarbures. Et donc tout ce travail à faire voudrait donc que ces jeunes qui sont là puissent obtenir aussi suffisamment d'informations pour que demain ils puissent être soit des ingénieurs dans le domaine, soit des techniciens, soit des docteurs, parce que tout aspire à avoir un diplôme pour pouvoir gagner sa vie et ne pas penser à l'immigration, parce que tout le monde pense c'est beau là-bas, alors que tout le monde vient ici pour voir ce qu'il y a là. Donc il y a un mouvement dans les deux sens. Je terminerai mon intervention, puisque je ne suis pas encore magistrat, pour répondre à la question sur la tortue. Mon cher ami, il y a tellement à manger dans ce pays que vous êtes focalisé sur la tortue, et je ne sais pas pourquoi. De mon expérience d'enseignant-chercheur, j'ai connu 3 épisodes clés d'intoxication par les tortues. On a eu 3 morts dans la zone de Sima. Il y a des morts qu'on ne connaît pas. Puisqu'on a développé une théorie, un certain nombre de mythes, en disant si on mange la tortue, on devient fort. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mangé beaucoup de tortues devenu quelqu'un qui est un athlète. Généralement, il tombe malade. Je pourrais vous dire, puisqu'on a fait un travail ici à l'Antoine, on connaît même les vendeurs de tortues. On a même réussi à transformer certains vendeurs en protecteurs de tortues. Alors, mon cher ami, je pense que c'est vrai qu'il y a un problème de bawa, mais c'est mieux de pêcher des poissons que de pêcher des tortues. C'est beaucoup plus facile d'avoir un poisson que de voir une tortue qui vient pondre et d'enlever la tortue et laisser les œufs. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a des diffusions d'informations, de choses qui sont inexactes en matière de santé, et il ne faut pas répondre à ces sirènes. Donc, je pense que la solution n'est pas les tortues, mais d'ailleurs, il y en a très peu, et là où ils montent, il y a toujours quelqu'un pour les prendre, et généralement, au risque et péril de sa santé. Donc, puisqu'on a parlé des actions concrètes, M. Saïd Hamada et les conférenciers, je dirais que peut-être cette conférence aiderait plutôt à sensibiliser beaucoup plus les jeunes, puisqu'on est des insulaires, mais on ne connaît pas la mer. La moitié des jeunes qui sont là, ils ne savent pas nager. Je vous insulte pas. Quand je parle à mes étudiants, il y en a 350 dans la salle, il y a une vingtaine qui savent nager. Le reste, ils vont à la plage. C'est-à-dire, ils vont mettre les pieds dans la mer et ils disent, je suis allé à la mer. C'est pas ça. Il faut apprendre. Il faut apprendre et vous allez découvrir les habitants de la mer. Et à ce moment-là, vous allez savoir les protéger. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour les compliments de l'un, si je peux ajouter en termes on parle d'action complète, au final, si on revient sur les récifs coralliens, en particulier, depuis un certain nombre d'années, il y a une tendance un peu fâcheuse qui est de se dire qu'on va pouvoir restaurer les écosystèmes. Au niveau des récifs coralliens, justement, il y a certaines études qui montrent que ça va pas sauver les récifs coralliens. La restauration, elle peut marcher vraiment à petite échelle pour essayer d'avoir augmenté un peu une productivité au niveau d'un morceau de récif qui était dégradé. Mais ce n'est pas ce qui va nous permettre de récupérer les récifs coralliens qu'on avait il y a 30-40 ans. Ce qu'il va nous falloir en effet, c'est d'avoir ces actions en place. La principale chose qu'on peut faire, justement, ça va être de diminuer toutes les pressions qui sont posées sur l'écosystème. Donc au niveau du réchauffement climatique, là, à notre échelle, on va pas pouvoir faire baisser la température des eaux, je veux dire là pour les remarquer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diminuer la pression en pêche, par exemple. Et donc il y avait notamment une mention des engins, des outils de pêche utilisés. Ça ne parle pas d'interdire, d'arrêter de pêcher, on parle juste d'utiliser, de se focaliser sur les outils de pêche, les pratiques de pêche qui vont permettre
de faire en sorte que les populations de poissons sur lesquelles on pêche vont perdurer et que même dans 30-40 ans, pour les générations à venir, on peut quand même avoir en retirer ce qu'on souhaite. Voilà, on a parlé également d'essayer de diminuer la pression en termes au niveau de la pollution, mise en place de systèmes de gestion de déchets, etc. Et justement, en termes de mise en place de mécanismes de gestion et de protection de ces écosystèmes, et bien, il y a, on parlait, il y a eu mention des aires marines protégées. Je ne sais pas si vous êtes familier avec, si vous avez déjà entendu parler de la Convention pour la biologie, la diversité biologique, et le cadre mondial pour la biodiversité. Et dans ces conventions, vous avez justement un nombre de pays signataires, dont les Comores. En fait, ces pays signataires s'engagent à atteindre des objectifs fixés pour justement essayer de préserver, là dans le cadre de la biodiversité, de préserver cette biodiversité. Et donc notamment, il y a, on en parle tout le temps en ce moment, c'est un des objectifs, c'était que d'ici 2030, que chaque pays signataire ait protégé 30% de ses eaux et 30% de ses terres. Donc pour le moment, au Comores, on est à 1% des eaux en aire protégée. On a encore un petit chemin à faire. 2030, c'est 2030 émergence, on y est presque. Donc il y a cette volonté déjà au niveau politique de pouvoir augmenter les zones un peu gérées, qui vont déjà aider dans ce combat. Ce qu'on peut aussi considérer sont des initiatives communautaires également. C'est quelque chose qui se fait énormément dans toute la région. Ce sont les zones gérées localement. Donc c'est pas les réglementations mises en place au niveau dans ces zones-là sont en fait mises en place par les communautés elles-mêmes. Les communautés qui ont la motivation de se dire il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait qu'on fasse quelque chose, on essaie de rétablir l'écosystème ici, dans nos eaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils se mettent ensemble, qui décident. Au final, c'est quelque chose qu'on observe énormément, c'est que si vous voulez justement que vos actions de conservation elles marchent, qu'elles soient efficaces, et ben, la plupart du temps il faut qu'elles viennent de la base, c'est-à-dire de la communauté elle-même, la communauté qui utilise ces ressources-là. Et une fois que la communauté elle a trouvé son intérêt, elle a trouvé sa motivation, là les actions généralement vont suivre et sont efficaces. Et juste pour finir, après, il y a divers outils aussi internationaux qui existent. Là, sur les 2-3 derniers jours passés, justement, on s'était réunis avec diverses institutions dans le pays qui suivent et qui travaillent sur les récifs coralliens. Et l'idée, c'était de partager un peu les résultats préliminaires sur l'état de santé des récifs coralliens à travers les Comores et de voir si, justement, les Comores seraient intéressés pour conduire une évaluation suivant la liste rouge des écosystèmes de l'ICN. La liste rouge de l'ICN, vous avez des classifications qui vont pour une espèce, par exemple, vous allez évaluer l'état d'une population pour une espèce et vous pouvez essayer de voir si elle est, si l'espèce se porte, si les populations de cette espèce se portent bien. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Ou si à l'inverse, cette espèce est menacée, c'est-à-dire que si vous observez un déclin important, c'était mentionné précédemment, si vous observez justement un déclin continu des populations de cette espèce-là, vous avez de plus en plus de chances que cette espèce passe, elle va être classifiée comme en danger, ou même encore plus critiquement en danger. Si le déclin continue, vous arrivez à un moment où votre espèce elle est éteinte. Ça c'est la liste rouge au niveau des espèces.
vous avez un même outil pour les écosystèmes. Et l'idée, c'est de placer, c'est d'évaluer l'état de votre écosystème et de voir où vous en êtes. Est-ce que votre écosystème est bien, ou est-ce qu'à l'inverse, il est proche de s'effondrer? Est-ce qu'il est loin de sa valeur initiale? Pour un récif corallien, initialement, on va s'attendre à avoir des beaux coraux, une certaine quantité de poissons, avec aussi bien des herbivores que les grands prédateurs. Alors que dans un écosystème corallien, on va dire effondré, vous vous retrouverez avec seulement des algues et peut-être quelques herbivores, mais pas énormément de maillons dans votre chaîne. Pour résumer. Bonsoir. Merci beaucoup. Monsieur Céline, coordinateur du programme L'Affaissement, la protection des océans communs. En fait, je crois que les actions anticipées, Saïd a fait un brainstorming en commençant la question sur l'historique de tous les programmes qui ont été menés aussi à Dr. Je reviens pour en témoigner surtout les actions sur la société civile. Parce que quand on parle des organisations de la société civile, on a des fois essayé de mentionner sur les aires gérées localement. Et aussi, il y a aussi d'autres mesures d'efficacité de gestion qui sont en train d'être mises en place, qui sont dimensionnables par les organisations de la société civile ou même les communautés. Et ces actions-là sont des actions à prendre en compte parce que, oui, on établit des politiques, des stratégies, mais la mise en œuvre, ce sont les acteurs sur le terrain. Et ces acteurs-là, ce sont la communauté et les organisations de la société civile. Et maintenant, on voit nos anciens qui peuvent en témoigner comment ça a évolué depuis qu'on a pris de mettre en place pour ces associations Ouganga et autres. Comment on s'engage. Et aussi, il y a des actions au niveau régional. On ne peut pas vraiment mettre de côté parce que maintenant, on a des réseaux. Je crois que Dr. Milia, elle est la représentante du réseau Mangrove. Et puis ces réseaux-là, il y a le réseau Mangrove, le réseau Récif Thomas, il y a aussi le réseau RP, et tous ces réseaux-là contribuent vraiment à la protection et aussi à la préservation de nos ressources. Et maintenant, c'est de pouvoir travailler en synergie pour qu'on puisse vraiment maintenir cet élan. Parce que la question, c'est vraiment comment maintenir cet élan et aussi améliorer tout ce qu'on est en train de faire pour qu'on puisse atteindre les résultats qui sont. Merci. Bien, merci. Salam alaikum. Merci de l'université. En fait, c'est juste pour répondre donner des éclaircissements à M. de Chimini qui a dit que c'est plus la partie côtière et marine est beaucoup plus menacée que le milieu terrestre. En fait, c'est la même chose quand dans la forêt, on voit un jeune qui mange les lingas, l'oiseau emblématique des Comores, mais laisse les Mdjarou, les Tambourissa Comorasi ici en Gazidja, ou Tambourissa Kiri Dialande, ou Tambourissa Moelansis en Wéli. En fait, il va tuer l'oiseau, laisse l'arbre, mais là, il n'aura pas un pollinisateur pour multiplier cet arbre. Si vous coupez, un déforestateur coupe le tambourissa, là, il a aussi presque tué aussi l'oiseau, puisqu'il va priver les oiseaux de la nourriture. Alors ça, c'est la même chose avec le milieu terrestre et le milieu marin. Si vous regardez, quand il pleut beaucoup, la partie l'estron, la zone de versation des marées, l'eau devient turbide, change de couleur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. À part la partie où il y a des mangroves.
Parce que les mangroves reçoivent tout ce qui vient de là-haut. Alors, pourquoi? Avant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, quand vous regardez la forêt, vous voyez la végétation, vous dites que il y a toujours la forêt. Non, ce n'est pas la forêt, c'est juste des espèces envahissantes dans le Tsongoma qui sont en train de prendre la place des plantes forestières. Or, les plantes forestières retenaient le sol. Contrairement à ces espèces envahissantes qu'on voit en regardant la partie de la forêt du Kartala ou Mutchingue, etc., ne retiennent pas le sol. Du coup, quand il pleut beaucoup, il y a qui amène la boue vers la mer. Et qu'est-ce qui se passe dans la mer? Tout ce qui est récifs, herbiers marins, etc., ils sont tous étouffés par cette coulée de boue. Donc, si on trouve des solutions que pour le milieu marin, là, on n'a rien fait. Car à chaque fois qu'il va pleuvoir, ils vont tout détruire. Donc, il faut toujours penser en amont, puis en aval, car tout est lié. C'est comme les animaux dans la forêt et les végétaux. Il y a toujours une relation plante-animale, comme il y a une relation milieu marin et milieu terrestre. Merci à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette conférence, mais avant, je vais donner la parole aux intervenants, chacun de montrer son point de vue par rapport à la conférence, par rapport à la biodiversité. Après ça, nous allons clôturer notre conférence pour aujourd'hui. Merci. Moi, en conclusion, je dirais que vraiment, si nous voulons protéger la biodiversité, nous devons impliquer beaucoup plus les jeunes et les femmes. Parce que je vois à Moyen-Orient qu'on a mis en place des ambassadeurs, ce sont des jeunes, des ambassadeurs de récifs coralliens, des ambassadeurs de protection de la tortue, et il y a des femmes aussi qui protègent les mangroves. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Il faut beaucoup plus impliquer les jeunes et les femmes dans la protection de la biodiversité. Merci. C'est surtout pour remercier les participants, mais aussi les intervenants pour les échanges très interactifs et fructueux. Ensuite, annoncer une opportunité pour les jeunes. On doit non seulement protéger, d'après ce qui a été dit ici, non seulement protéger, mais aussi valoriser cet environnement, ces ressources naturelles qui pourront apporter des revenus pour les populations, pour les jeunes, favoriser le développement économique. Donc il y a une initiative qu'on vient de lancer, qu'on appelle l'initiative de la Grande Muraille Bleue. C'est une initiative au niveau de l'océan Indien, lancée par l'UCN, l'Union internationale pour la conservation internationale. À travers cette initiative, on va lancer des appels à projets. Des appels à projets innovants pour le recyclage des déchets plastiques. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est pour l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le domaine de l'école bleue. Donc là, les jeunes qui viennent de quitter l'université peuvent s'associer à d'autres jeunes pour former des associations, des coopératives, des petites entreprises, préparer des projets, les soumettre et mener des actions non seulement de protection, mais aussi de valorisation des ressources naturelles. Je suis d'entrer sur le rôle du CN Comore, on verrait les informations, les athlètes de l'université. De même, merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'être venus si nombreuses et nombreux. Nous apprécions les divers échanges. Merci aussi de l'Alliance. Je pense en effet, comme finalement, on pourrait faire un peu écho à ce que Saïd disait, parce que si Sandra doit prendre jeune, parce qu'il y a énormément d'actions qui sont, comme on l'a dit, à faire et à mettre en place maintenant. Mais le dur de combat, il va aussi être pour vous, les générations à venir. Il va falloir
on va soutenir ça. Et super, merci beaucoup, merci à toutes et tous, merci pour toutes les interventions, vos commentaires, le fait d'avoir aussi parlé des autres actions qui sont mises en place aux Comores, des acteurs et des actrices aussi qui font partie de ces actions. Vous voyez, on a parlé que on a répondu qu'à la question numéro 1, en tout cas on a tenté d'y répondre. Il y avait 2 autres questions, donc les défis rencontrés. On en a parlé aussi, c'est le fait d'être informé, de bien comprendre aussi les enjeux. Là, on avait beaucoup parlé de la tortue, du fait de manger de la tortue. Pourquoi? Donc, ça veut dire que cette question n'est pas encore forcément bien comprise. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours du travail de sensibilisation à faire. De toute façon, la sensibilisation. 2 choses aussi pour les jeunes, le message est passé. Et effectivement, de continuer à faire passer le message sur les différentes plateformes, de créer un dialogue entre les différentes parties, ça me semble être très important. Je rebondis aussi sur ce que Saïd Hamada a dit vis-à-vis de la gestion des déchets. Effectivement, les déchets sont un très très gros problème aux Comores, mais pas que aux Comores, dans le monde entier. Ça, malheureusement, on a jusque-là. Et c'est littéralement une limite ce que je suis en train de dire, parce qu'on en a vraiment partout. La semaine prochaine, nous organisons une autre table ronde à l'Alliance française, donc le jeudi 8 mai. Il y aura une projection de 3 films sur ce qui a été réalisé à Mali. Donc n'hésitez pas à venir pour voir, de comprendre les enjeux sur les déchets en Mali, voir ce qui est fait à l'échelle locale, et aussi discuter des actions qui sont menées dans l'ensemble des Comores. Il y aura des acteurs et des actrices de ce milieu qui vont discuter. Donc voilà, venez nombreux et nombreux comme vous êtes venus aujourd'hui. Je pense qu'on a énormément de choses à se dire. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci à vous. Il y a un cocktail qui est à votre disposition. Vous pouvez aller goûter un peu, continuer les échanges par rapport à la conférence, par rapport avec les intervenants qui étaient là. Voilà, nous sommes arrivés à terme de cette conférence, je vous remercie. Comme Madame a dit, le jeudi 8, n'hésitez pas à venir, il y a la projection de 3 courts-métrages qui va parler des déchets. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon. Le cocktail est ouvert, vous pouvez aller déguster. Merci. Comme les livres, vous pouvez aller à la bibliothèque de l'Alliance, ils sont disponibles. Les revues des groupes, vous voyez. Merci. Le cocktail il est ouvert. Vous pouvez prendre, manger. En tout cas,